Leurs yeux, quand ils en possèdent ou qu'ils ne les ont pas perdus, sont des abîmes sans fond qui vous observent avec le regard de ceux qui, trop longtemps, ont fixé l'obscurité en état d'alerte. Toutes les créatures que vous allez voir aujourd'hui vivent sur la même planète que nous, et pourtant elles ne sont définitivement pas du même monde. Car toutes évoluent dans un des environnements les plus inhospitaliers que l'on connaisse, dans les abysses, là où la lumière du soleil ne descend jamais. Et pourtant, ces vivants ont su trouver des solutions étonnantes pour conquérir et s'adapter à ces enfers froids, et où, à parfois plusieurs milliers de mètres de profondeur, la pression sur chaque centimètre carré de surface est équivalente à celle qu'exercerait un éléphant marchant en talons aiguilles sur l'un de vos ongles de main. Lors de ce voyage en direction des tréfonds obscurs de royaumes sans soleil, nous allons observer des bêtes étranges, rouges, noires ou oranges. Certaines munies d'organes difformes et monstrueux, ou possédant des mâchoires extensibles leur permettant d'avaler des proies 2 fois plus imposantes qu'eux. D'autres ayant des yeux au-dessus de la tête pour voir venir le danger, ou en étant totalement dépourvus. Et nous garderons le meilleur pour la fin, car c'est là que nous attend le poisson le plus profond du monde, l'un des plus coriaces, le poisson limace. Mais avant d'aller découvrir les solutions originales et souvent proprement hallucinantes que les espèces abyssales ont trouvées pour s'adapter à l'hostilité terrible de leur environnement, donnez-moi 30 secondes pour vous rafraîchir la mémoire quant à l'ampleur du défi qu'ils doivent surmonter. Dans tous les océans du globe, en dessous de 200 mètres de profondeur, la lumière du soleil n'est déjà plus qu'un lointain souvenir, une faible lueur, qui continue de faiblir à mesure que l'on s'enfonce dans des eaux de plus en plus sombres, pour finir par complètement disparaître aux alentours des 1000 mètres. Au-delà, dans la zone de minuit, commence une plongée vertigineuse dans l'obscurité totale, seulement parfois occasionnellement perturbée par des organismes bioluminescents. Et la température de l'eau s'est stabilisée, il fait très froid, autour de 4 degrés. À ces conditions déjà terribles, vient s'ajouter le fait que la nourriture se fait de plus en plus rare, car passé les 200 mètres de profondeur, par manque de lumière, plus aucune plante n'est en mesure de survivre, si bien que dans les abysses, toutes les créatures dépendent pour vivre de la matière organique qui se forme continuellement dans les couches supérieures et arrosées de soleil, et dont une toute petite partie seulement finit par couler lentement, en tourbillonnant jusqu'au fond, sous la forme d'une étrange neige marine. Une neige qui, avec la chute de cadavres dans les grands fonds, est la seule source d'apport continu en nutriments pour tous les habitants des abysses, que ceux-ci s'en nourrissent directement ou qu'ils s'attaquent à ceux qui la mangent. Voilà, je vous ai brossé le tableau, vous noterez qu'il est terriblement sombre et noir. Et pourtant la vie a su transformer cette vision de cauchemar en petit coin de paradis. Déjà, pour arriver à se nourrir dans cet immense désert alimentaire, beaucoup d'espèces ont modifié radicalement leur anatomie, leur comportement et leur physiologie. Et tandis que certaines espèces collectent continuellement la matière organique en suspension, d'autres, qui sont incapables de tirer profit de cette neige, et pour qui les occasions de se nourrir sont rares, ont développé des mâchoires et des estomacs extensibles, qui leur permettent d'ingérer des proies proprement immenses, et d'ainsi stocker des réserves pour des mois, parfois des années. Oh my God! Look at that! Oh, Wow! my goodness. Look at his Oh little my face. God! It's kind of like googly eyes. I think he ate Oui. too much. Yeah. Vous avez devant vous une des créatures les plus étonnantes que l'on puisse croiser, entre 1000 à 3000 mètres de fond, car cet étrange poisson a l'apparence de ballon noir, connu sous le nom de grand gousier et parfois aussi appelé anguille pélican, est capable, lorsque l'occasion se présente, d'avaler plusieurs fois son propre poids en une seule bouchée. Et si vous ne trouvez pas cette espèce recroquevillée impressionnante, laissez-lui encore quelques secondes le temps qu'elle ouvre sa gueule et duplique son volume en déployant face à la caméra toute l'étendue d'une mâchoire surdimensionnée et d'un estomac qui, pour envelopper sa victime, peut se déformer dans des proportions qui dépassent l'entendement. Globalement, quand vous évoluez dans les grands fonds, une des clés de la survie est de pouvoir manger de tout, si possible en grande quantité et dès que l'occasion se présente. Le régime alimentaire des poissons lézards pourrait se résumer ainsi, tout ce qui daigne passer à côté. Car ces prédateurs solitaires au sourire carnassier et qui attendent souvent embusqués au fond, que quelque chose de vivant daigne passer à côté d'eux, s'en prennent aux poissons, aux calamars, aux poulpes, aux crabes, comme aux animaux morts et même aux membres de leur propre espèce. Quant aux impressionnants amphipodes de près de 40 cm qui vivent par plus de 6000 mètres de profondeur dans les fosses abyssales, ils sont capables, après avoir passé parfois des mois, voire des années sans se nourrir, d'ingurgiter en quelques heures autant que leur propre poids, lorsque d'aventure une carcasse se présente. Un régime alimentaire qui ferait probablement rapidement mourir d'indigestion leurs congénères de surface. Ces crustacés géants sont comme les concombres de mer, là pour nous rappeler qu'il ne faut jamais juger la capacité de résilience d'une espèce à son physique. Dédicace au panda.
Et parmi le bestiaire joyeusement fourni des crustacés des abysses qui sont capables de manger à peu près tout ce qui tombe sur le fond marin, on en retrouve même qui ont poussé le bouchon de leur évolution, jusqu'à être en mesure de se nourrir de bois en décomposition, qui, au gré du hasard, a fini par couler jusque-là. Quant à ce poisson ogre à la queue squelettique et aux étranges arêtes saillantes, ici immortalisé par un sous-marin autonome des équipes de recherche de l'Institut Mbari, non content d'avoir une peau innervée par un réseau de récepteurs hypersensibles lui permettant de détecter le moindre mouvement d'eau alentour, il possède également une mâchoire disproportionnée, affublée de crocs affûtés qui lui permettent de se nourrir de tout ce qui peut rentrer dans sa bouche. D'ailleurs, proportionnellement à la taille de leur corps, les poissons ogres possèdent les plus longues dents du règne animal, certaines étant si longues que ces espèces disposent de chaque côté de leur cerveau d'une petite cavité au sein de laquelle les glisser lorsqu'ils ferment leur gueule. Bref, ne pas faire la fine bouche et savoir être opportuniste est indéniablement un atout pour faire face au défi de vivre et survivre aux grandes profondeurs. Et vu qu'ici manger est un luxe, dans un souci d'économie d'énergie, les vivants évoluant dans les abysses se déplacent souvent au ralenti. Dérivant lentement en silence dans l'obscurité, ils ont appris à tirer profit des courants, et leurs mouvements sont presque toujours lents et nonchalants. Sauf quand la situation, telle que l'opportunité soudaine de manger ou la nécessité d'éviter de l'être, impose de jeter toutes ses forces dans la bataille ou dans la fuite. Afin de tirer au mieux profit des courants qui gagnent en puissance à quelques mètres du sol, les poissons trépieds ont trouvé une solution radicale. Ils se perchent sur leurs nageoires pectorales modifiées en forme d'échasse et attendent la gueule au-dessus du sol, sans avoir besoin de nager, que les petits crustacés dont ils se nourrissent passent à proximité pour les gober. Ainsi perchés au fond de l'océan, posés sur leurs nageoires, ces poissons ont trouvé le moyen de chasser en faisant le moins d'efforts. Quand vous vivez dans les abysses et que vous ne faites pas partie des organismes qui se nourrissent exclusivement du fin filet de neige marine qui parvient à atteindre les grandes profondeurs, alors pour vous nourrir, il vous faut dans ces vastes étendues arriver à trouver quelque chose à manger. Et pour cela, quantité d'espèces vivant à proximité du fond ont développé un sens de l'odorat particulièrement aiguisé qui leur permet de localiser et pister leur repas. Ce poisson à l'allure improbable de Fenwick a laissé de côté l'idée même de nager et utilise désormais ses nageoires modifiées pour marcher sur le fond marin ou à l'aide d'étranges ramifications en forme de moustaches équipées de papilles gustatives, il tente de débusquer des proies enfouies dans le sédiment. Quant au Bathynomus giganteus, ces isopodes géants pouvant atteindre la taille d'un petit chien, ils sont équipés d'antennes leur permettant de capter les effluves des corps en décomposition, et d'ainsi parcourir le fond marin profond en direction des carcasses de poissons qui auraient coulé à proximité. Ainsi, l'on retrouve souvent sur des carcasses de baleines échouées au niveau de la plaine abyssale ces crustacés charognards de dimensions colossales, qui peuvent être accompagnés, en fonction de la dégradation de la carcasse, par quantité de concombres et autres pieuvres des grandes profondeurs, également attirés par l'odeur. De tous les poissons qui ont du nez, l'une des espèces les plus emblématiques est très certainement la chimère. Cet étrange poisson fantomatique à la peau lisse et dépourvu d'écailles, et qui semblerait presque voler à quelques mètres au-dessus des grands fonds océaniques, est certainement l'une des créatures les plus bizarres que l'on puisse retrouver dans les abysses. Long d'un peu plus d'1 mètre et abondant dans tous les océans du globe, entre 200 et 4000 mètres de fond, les poissons chimères ont clairement été affublés de tous les noms. Il faut dire qu'avec leurs nageoires pectorales en forme d'ailes qu'ils battent pour glisser dans l'eau, leur longue queue profilée rappelant vaguement celle de félin, leurs dents évoquant celles de rongeurs, et leur peau qui, chez certaines espèces, semble avoir été récemment suturée pour assembler ensemble les morceaux d'un puzzle provenant d'animaux différents, les chimères ont de quoi désarçonner. Si vous ajoutez à cela le fait que ces poissons cartilagineux aux grands yeux réfléchissants appartiennent au seul groupe de poissons qui possèdent de vraies narines, que leur corps est en partie tapissé par des millions de cellules semblables à des papilles gustatives et capables de littéralement goûter le courant et d'identifier une proie potentielle à plusieurs centaines de mètres de là, et que certaines espèces de chimères possèdent une grande épine venimeuse leur permettant de se défendre en cas d'attaque provenant d'en haut. Et vous comprenez pourquoi on peut définitivement inscrire leur nom au fronton des bâtiments dédiés aux animaux fantastiques. Lui, là, c'est une espèce de chimère à long nez, qui possède un museau disproportionné et qui s'est pratiquement transformé en sorte de trompe. Une trompe bardée de terminaisons nerveuses sensorielles, et qui, tout comme la ligne que l'on voit courir le long de son corps, est sensible aux variations de champs électriques et aux vibrations qui se propagent dans l'eau. De quoi lui permettre de détecter les mouvements des créatures enfouies dans les fonds sablonneux dont il se nourrit.
En fait, les poissons chimères semblent avoir trouvé des recettes si efficaces pour survivre aux conditions abyssales qu'on retrouve des spécimens fossiles pratiquement identiques à ceux vivant actuellement et datés de plusieurs dizaines de millions d'années. Vous aurez certainement remarqué que bon nombre d'espèces des très grandes profondeurs que nous avons jusqu'ici observées sont dépigmentées, blafardes ou totalement noires. Ce qui semble tout à fait logique. À quoi bon s'évertuer à avoir une couleur quand personne ne peut la voir? Sauf que ces adaptations ne valent que pour ceux qui passent leur existence dans la zone de minuit et au-delà, là où la lumière solaire a entièrement et définitivement disparu. Mais pour les espèces qui occasionnellement s'aventurent au-dessus des 1000 mètres, il en est autrement. Car au sein de ce qu'on appelle la zone crépusculaire, un fin filet de lumière solaire impossible à distinguer pour des yeux humains parvient tout de même à se frayer un chemin. Et la présence résiduelle de cette faible lumière provoque dans cette pénombre prononcée des adaptations en cascade. Ainsi, pour éviter de figurer au menu des autres, les animaux qui évoluent ou s'aventurent dans la zone crépusculaire cherchent souvent par tous les moyens à visuellement disparaître. On retrouve dans cette zone de l'océan profond une étrange ménagerie de vers, des animaux transparents tels que les méduses, les cténophores et les siphonophores, mais également de façon plus surprenante des mollusques marins, tels que cette pieuvre à l'aspect cristallin, ou encore ces calamars presque totalement transparents, et qui, dépourvus de venin ou d'armure, essaient de se faire oublier en pleine mer, en laissant passer à travers leur corps jusqu'à 90% de la lumière. A l'inverse, plutôt que de la laisser passer, certaines espèces cherchent à totalement absorber le peu de lumière qui peut venir les frapper. Et quand ils ne sont pas transparents, la quasi-totalité des vivants de cette région de l'océan profond ont opté pour des peaux aux teintes rouges ou noires. Si pour se fondre dans ce monde de ténèbres le choix du noir semble des plus évidents, celui du rouge l'est peut-être un peu moins. Mais à de telles profondeurs, les ondes lumineuses responsables de cette couleur n'arrivent pas à se frayer un chemin. Si bien que sans lumière rouge à réfléchir, les corps des animaux ayant opté pour cette teinte apparaissent, en l'absence des faisceaux des projecteurs des rovers, absolument noirs. Pour ce poisson-dragon doté d'un leurre lumineux qui pendouille sous son menton, posséder une peau absorbant le plus de lumière possible est une nécessité vitale, étant donné qu'il doit se dissimuler tout en étant à proximité de la source de lumière qui lui permet d'attirer ses proies. Bon nombre de poissons des eaux profondes et sombres, dont vous voyez ici certains spécimens immortalisés par les équipes de l'Institut Mbari, ont, dans leur quête incessante de furtivité, peaufiné leur camouflage jusqu'à se doter de dents transparentes, certains possédant même des crocs composés d'un minéral absolument unique, un cristal dont la structure atomique laisse parfaitement passer la lumière. Notons que tenter de gober des proies beaucoup plus grosses que soi n'est pas sans risque. Certains poissons des grandes profondeurs à l'estomac élastique et dotés de crocs si longs qu'ils ressembleraient presque à des barreaux de prison, ont déjà été aperçus avec la bouche obstruée par une victime empalée et coincée sur leurs dents aux dimensions démesurées. Si bien que le poisson en question, incapable de s'en débarrasser, a vraisemblablement fini par mourir de faim face à son dernier repas. Dans ce crépuscule abyssal où les longueurs d'onde bleues qui diffusent depuis les couches supérieures peuvent dessiner les ombres et les contours des corps, beaucoup de créatures, pour passer autant que possible inaperçues, utilisent une technique dite de contre-illumination, qui permet de dissimuler leur silhouette aux chasseurs évoluant en dessous, au moyen de photophores dirigés vers le bas, dont ils peuvent régler l'intensité pour ajuster leur teinte, de façon à empêcher que l'on puisse les distinguer par contraste avec les couches les plus claires qui les surplombent. Et l'on croise même dans la zone crépusculaire des céphalopodes, tels que Vampirototis infernalis, qui arrivent à détecter le mouvement de potentiels agresseurs provenant des couches d'eau supérieures, au moyen de photorécepteurs situés au-dessus de leur tête. Et pour contrer tous ces vivants passés maîtres dans l'art de se camoufler, d'autres ont mis au point des visions affûtées. Lorsque les équipes de l'Institut Mbari ont posé pour la première fois les phares de leur rover autonome sur ce poisson d'une vingtaine de centimètres suspendu immobile dans la nuit noire des grandes profondeurs, et qui semblait les regarder de ses deux petits yeux tristes entourés de paupières tombantes, ils ont tout de suite réalisé qu'ils avaient affaire à quelque chose sans équivalent connu. Déjà, les deux petits points sur le devant de la tête de ce poisson désarçonnant, et qui semble être dirigé vers l'avant, ne sont pas ses yeux. En réalité, les globes oculaires de Magropina microstomie sont ces deux boules verdâtres, qui, protégées derrière une étonnante cavité transparente, pointent vers le haut, en direction de la surface. Si bien que la première fois qu'un rover lui a fait face,
cet étrange poisson n'a peut-être même pas vu le sous-marin. On pense que si cette espèce en est venue à se retrouver avec 2 grands yeux bulbeux protégés à l'intérieur d'une gaine remplie d'une sorte de liquide gélatineux, c'est pour arriver à distinguer au-dessus d'elle les moindres gouttes de lumière qui parviennent à péniblement se frayer un chemin dans les abysses crépusculaires, jusqu'aux profondeurs de 600 à 800 mètres auxquelles ce poisson évolue, et ainsi être en mesure de détecter le passage de petits crustacés, dont la présence est révélée par les mouvements sombres faisant scintiller la faible lumière résiduelle du soleil provenant d'en haut. On trouve également à ces grandes profondeurs de nombreux poissons, qui, pour contrer l'hypervision développée par certaines espèces, plutôt que de laisser passer la lumière, la renvoient. Cette méthode de camouflage, baptisée argenture, consiste à se recouvrir d'écailles qui, comme autant de milliers de petits miroirs, vont réfléchir la lumière et leur donner une teinte argentée. Surpris par les phares d'un submersible de la Schmidt Association Institute, ces poissons sabres sont presque entièrement recouverts d'une peau si réfléchissante qu'elle les fait briller d'un gris d'acier poli. Et de façon totalement contre-intuitive, cette étonnante capacité à renvoyer et diffuser la lumière permet aux espèces qui l'utilisent de disparaître aux yeux de leurs prédateurs. En parallèle de ce jeu de cache-cache et de contre-mesures perpétuelles pour débusquer ou disparaître, des habitants des abysses sont capables de produire par bioluminescence leur propre lumière. Et ces spectacles féeriques leur permettent de communiquer, d'attirer des partenaires ou des proies, de leurrer, d'intimider, de momentanément voir, de repousser des prédateurs, d'effrayer ou d'éblouir pour prendre la fuite. En fait, 90% des animaux évoluant en eau profonde peuvent, à un moment ou à un autre, être source de lumière. Et le fait qu'autant de créatures soient capables d'agir telles des lucioles éphémères et de momentanément briser l'obscurité des abysses explique pourquoi tant d'espèces évoluant dans les très grandes profondeurs continuent de posséder des yeux extrêmement sensibles, alors que l'on pourrait être tenté de penser qu'il n'y a absolument plus rien à voir. Ainsi, même au-delà des 1000 mètres de profondeur, là où plus aucun rayon de soleil n'est en mesure de descendre, l'obscurité s'illumine parfois ponctuellement de mille feux. Ici, de toute façon, personne ne ferme jamais vraiment les yeux, d'autant que les céphalopodes, comme les poissons, n'ont pas de paupières. Et de leurs yeux continuellement ouverts, ils fixent sans répit le noir absolu qui les entoure, en quête de l'apparition d'une lumière émise par une créature, à même de les nourrir, ou d'un leurre qui les attire en direction d'une porte ouverte vers les enfers, une bouche. Pour ceux qui évoluent posés au fond de l'océan, et qui ne sont ni transparents, ni rapides, ni spécialement doués pour rester discrets ou se fondre dans l'environnement, survivre passe souvent par le déguisement. Le mieux étant de ressembler à d'autres espèces qui ne sont pas particulièrement réputées pour leur goût ou leur apport nutritif. Ainsi, de jeunes calamars porte-épée ont été observés en train d'imiter l'apparence de siphonophores, des créatures majoritairement constituées d'eau et souvent dangereusement urticantes, qui laissent généralement presque tout le monde indifférent. De nombreuses espèces de crabes vivant dans les abysses sont également connues pour avoir comme habitude de se confectionner une sorte de seconde peau, en utilisant celle des autres. Lorsqu'une zone est dépourvue de relief pouvant offrir une protection, certains se déplacent avec des morceaux d'éponge ou des coraux sur la tête pour éviter d'être détectés. Celui-ci s'est construit une armure supplémentaire à moindre frais, en se collant une colonie de coraux sur le dos, ce qui lui permet de mieux se protéger des dangers provenant du dessus. Et accessoirement, ça peut faire office de parachute. D'autres encore, tels que les crabes sumo par exemple, utilisent pour se protéger des potentielles attaques provenant d'au-dessus tout un tas d'animaux venimeux qu'ils portent sur leur dos. Et voilà que des anémones ou des méduses se retrouvent à faire office, sûrement contre leur gré, de bouclier. Quant aux crabes hermites, reconnaissables grâce à leurs longues pattes dont les segments allongés sont terriblement efficaces pour se déplacer sur la boue molle qui recouvre le fond, ils sont connus pour régulièrement transporter sur leur dos une coquille hébergeant une anémone venimeuse, cette armure de gélatine urticante leur permettant de se protéger des attaques de pieuvres. Et si cette espèce semble se déplacer avec une paire de pattes en moins, c'est que celle-ci est en réalité utilisée pour maintenir fermement l'anémone en place sur son dos. Globalement, beaucoup de créatures qui ne sont pas en mesure de parcourir de grandes distances pour trouver de quoi se nourrir, adoptent des techniques de prédateurs embusqués et laissent leur proie venir à eux. C'est le cas des flétans des grandes profondeurs, qui passent une grande partie de leur existence posés sur le fond, légèrement enfouis afin de tenter de prendre leur proie par surprise, et qui ont carrément opté pour l'option avoir les deux yeux du même côté.
Étrangement, chez ces poissons qui semblent s'être pris une porte, les globes oculaires sont de part et d'autre du corps de l'animal à la naissance. Et c'est seulement en grandissant que ces poissons vont voir leurs yeux migrer du même côté. J'ai vraiment du mal à me dire que ce n'est pas douloureux. Le bon côté des choses à être inflétant, ou le revers de la médaille si vous préférez, c'est que l'ensemble de votre visage est nécessairement du côté de votre plus beau profil. Et sur cette blague absolument discutable, je pense qu'il est temps d'aller à la rencontre des poissons les plus profonds au monde que l'on n'ait jamais filmés. Ces créatures blafardes dépourvues d'écailles et dépigmentées, avec leurs yeux minuscules et leurs têtes semblables à celles de têtards translucides, sont absolument extraordinaires. Car cette scène se déroule à 8336 mètres de profondeur précisément, dans la fosse d'Izu Ogasawara, au sud-est du Japon, au niveau d'une zone hadal, une région de subduction où le plancher océanique s'enfonce encore plus profondément que la plaine abyssale, située elle généralement entre 4000 et 6000 mètres de profondeur. Et pourtant, dans cet environnement hostile, qui tire tout de même son nom du dieu grec Hadès, le maître des enfers, et où la température de l'eau tutoie désormais celle du point de congélation, ça ne vous aura pas échappé, ça saute même aux yeux. Ici aussi, il y a de la vie, de gigantesques crustacés et des poissons. Ceux que vous êtes en train de regarder en face sont les plus profonds du monde, les poissons limaces. De façon contre-intuitive, et bien que la hauteur de la colonne d'eau qui surplombe ces créatures soit à ces profondeurs, de l'ordre de celle de 25 tours Eiffel empilées les unes sur les autres, le problème pour la survie, ici, n'est pas vraiment la pression qui s'exerce sur les corps. Car les poissons limaces, comme tous les poissons des très grandes profondeurs d'ailleurs, n'ont pas de vessie natatoire. Et ce faisant, leur corps constitué pour l'immense majorité de fluides incompressibles ne se retrouve pas écrasés, bien qu'ils évoluent ici sous une pression 330 fois plus élevée que celle qu'il y a en surface. En fait, même au point le plus profond de l'océan, au niveau de Challenger Deep, à plus de 10 900 mètres de profondeur, de la vie arrive à s'épanouir. Et pour remplacer cette poche remplie d'air qui à moindre profondeur permet d'ajuster leur flottabilité, et dont ils ont dû se débarrasser, nombre de poissons des abysses, tout comme les calamars ou les requins d'ailleurs, disposent sous la peau d'une couche constituée d'une sorte de gélatine plus légère que l'eau de mer, et qui leur permet de gagner en légèreté. Au sein du corps cristallin de certains calamars en verre, on retrouve même une chambre remplie d'une solution d'ammoniac, qui, moins dense que leur environnement, leur permet d'améliorer leur flottabilité. On connaît également des poissons qui accumulent des huiles plus légères que l'eau de mer dans leur foie, et des céphalopodes qui font suinter de l'eau douce de leurs reins, tout en évacuant celle salée et plus dense de leur corps. Tout ça, à chaque fois, pour atteindre une flottabilité presque neutre. En fait, si les espèces des grandes profondeurs qui se donnent autant de mal pour flotter sans effort sont si nombreuses, c'est qu'ici, savoir économiser au mieux son énergie, on l'a dit, est l'un des nerfs de la guerre, de la survie. Car le principal problème dans la zone hadal, comme sur la plaine abyssale, c'est que l'on y crève la dalle. Ici, il fait noir, il fait froid et il fait famine. Raison pour laquelle, quand les rovers autonomes descendent des appâts pour attirer et étudier les espèces présentes dans les environs, ceux-ci se retrouvent très rapidement recouverts de vivants. Quant aux poissons limaces, pour vivre aussi profondément enfouis dans les abysses, ils ont troqué leurs muscles pour quelque chose dont la consistance est plus proche de la gélatine que de la chair. Même les arêtes de ces poissons possèdent une mutation qui empêche la calcification du cartilage et ont fini par devenir flasques. En fait, après des millions d'années passées à évoluer à très grande profondeur, seuls les os de leur oreille interne et leurs dents sont encore durs, si bien qu'ils peuvent se bâtir un corps à moindre frais, et constitué d'une sorte de gelée extrêmement riche en eau et pauvre en protéines, en lipides et en glucides. Cette tendance à devenir de plus en plus mou à mesure que l'on s'enfonce n'est pas propre aux seules limaces. Beaucoup de poissons des grands fonds voient leur structure osseuse réduite au minimum, leur écaille disparaître, et leur squelette interne être remplacé par du cartilage beaucoup plus souple et mou, en parallèle de leur progression dans les abysses. La raison de cette liquéfaction des animaux se trouve dans la nature de l'eau, qui contient de moins en moins de calcium, la matière première utilisée pour construire les parties dures des vertébrés, plus l'on s'aventure profondément. Autrement dit, la construction d'un squelette, comme d'une coquille, demande toujours plus d'énergie dans les abysses qu'en surface. Or, l'énergie, ici, c'est tout ce qu'il manque. Et puis, ces images capturées à plus de 8300 mètres de profondeur sont extraordinaires car elles sont tournées à proximité de ce qui constitue vraisemblablement pour tous les poissons une frontière infranchissable. On pense en effet qu'il est strictement impossible pour les vertébrés de survivre au-delà de 8400 mètres de profondeur, alors qu'on y trouve par exemple encore de rares crustacés. Car tous les vertébrés possèdent dans leurs cellules un fluide,
l'osmolite, nécessaire pour contrebalancer la pression extérieure. Or, passé 8400 mètres de profondeur, les capacités de ce fluide atteignent leurs limites, rendant pour les poissons la survie impossible. Cette théorie semble d'ailleurs être confirmée par le fait qu'aucun vertébré n'a jamais été observé au-delà. Bien qu'évoluant à des profondeurs moindres que les poissons limaces, les nonchalants grenadiers que l'on croise fréquemment entre 2000 et 6000 mètres de profondeur possèdent eux aussi, et comme moi, un corps extrêmement peu fourni en muscles. Et leurs mouvements, quand ils ne sont pas destinés à chasser ou à éviter de l'être, sont souvent lents et calculés. Avec leurs yeux gigantesques et leur longue queue effilée, ces poissons pouvant mesurer jusqu'à 1,5 mètre de long sont parmi les plus abondants dans les abysses du monde entier, où ils passent, tout comme les chimères, une grande partie de leur existence à nager près du fond, à la recherche de mollusques, de crustacés, de vers et d'autres poissons. Passés maîtres dans l'art de s'économiser, et souvent contraints de parcourir de grandes distances pour se nourrir, les grenadiers sont capables de survivre 5 mois sans manger. Souvent victimes collatérales du chalutage en eau profonde, ces créatures à la chair molle, lorsqu'ils sont attrapés, finissent presque toujours en farine de poisson, quand ils ne sont pas directement rejetés par-dessus bord, invariablement laissés pour morts. Car comme tous les habitants des grands fonds, les grenadiers ne supportent pas la baisse de pression qu'ils subissent lors des remontées en surface. Et parmi toutes les ingénieuses trouvailles permettant de survivre au sein des abysses, les plus impressionnantes d'entre elles sont très certainement celles associées à la reproduction. Je vous en livre quelques-unes pour vous en faire une idée. Cette fascinante espèce de baudroie, immortalisée par les chercheurs de la fondation Rubikoff, et qui est entourée de longs filaments lui permettant de détecter autour d'elle les moindres mouvements d'eau, n'est pas une unique créature, c'en est en réalité 2 qui ont récemment fusionné. Si l'on regarde bien, on peut voir accroché à cette femelle d'une trentaine de centimètres, un mâle beaucoup plus petit, qui s'est collé à son corps et n'en repartira jamais. Car chez les baudroies évoluant aux grandes profondeurs, il est souvent difficile de trouver un partenaire sexuel dans l'immensité qui les entoure. Et lorsque les minuscules mâles finissent par trouver, grâce à leur système olfactif très développé, une femelle dans le noir, ils y collent leur bouche pour ensuite laisser tous leurs organes, y compris leurs yeux, s'atrophier. De leur corps désormais alimenté en nutriments par celui de la femelle, les seuls organes encore fonctionnels sont alors ceux servant à produire des gamètes sexuels, et ils passeront donc le reste de leur courte existence accrochés en tant que source de semences. Autrement dit, chez les baudroies mâles, les plaisirs de l'amour se transforment rapidement en douleur de la mort. Chez la plupart des animaux marins cependant, que l'on soit proche de la surface ou aux grandes profondeurs, des poissons aux invertébrés, on fait souvent l'amour sans se toucher, ce qui, avouons-le, est un petit peu nul. Pour se reproduire, on se contente simplement de libérer la semence et les œufs dans l'eau. Certaines espèces, telles que les cténophores, sont même hermaphrodites et peuvent se reproduire toutes seules. Tandis que celles qui, dans les abysses, ont besoin de se toucher pour se reproduire, ont appris à composer avec la rareté des rencontres. Ainsi, beaucoup de pieuvres, de calamars ou de chimères sont capables, après s'être accouplées, de stocker pendant longtemps le sperme de leur partenaire, en attendant que leurs œufs soient prêts à être fécondés. Quant aux poissons lézards, ils sont pour leur part hermaphrodites synchrones, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois des organes mâles et femelles, leur permettant ainsi de s'accoupler avec n'importe quel membre de leur espèce. Bref, ici le froid, l'obscurité oppressante et le manque de nourriture ont fini par donner naissance à un monde sans nul autre pareil. Un monde étrange et merveilleux, rempli d'un joyeux mélange de créatures aux formes curieuses et aux comportements inattendus. On trouve ici des corps translucides, opaques ou transparents, des yeux trop petits ou trop grands, voire totalement absents, s'étant comme volatilisés, en laissant derrière eux 2 grands trous béants creusés d'avoir trop fixé le néant. Et qu'elles soient lentes ou rapides, équipées d'épaisses armures ou majoritairement constituées de gelées, chaque espèce des grandes profondeurs a sa raison d'être. Toutes, autant qu'elles sont, ont su transformer cet enfer en petit coin de paradis pour elles. Peu importe les armes et les moyens qu'elles ont développés pour attaquer, se défendre, disparaître ou espionner. Dans cette surenchère de possibles, il existe des millions de façons de faire pour survivre. J'en ai laissé de côté la très grande majorité. Alors oui, j'aurais peut-être dû vous parler de ceux qui, aveugles, se repèrent en détectant les ondes sonores de basse fréquence. Ou encore mentionner ces extraordinaires crevettes, dont les antennes gigantesques leur permettent de détecter les infimes variations de pression ou de mouvement dans l'eau qui les entoure. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, car même si dans ces eaux où la température tourne autour de 4 degrés, c'est souvent la guerre froide. Au final, il n'y a jamais vraiment de vainqueur. Personne n'est ici un maître incontesté.
Toutes ces adaptations sont à leur manière les meilleures. Au sein de leur niche écologique, elles constituent ensemble un édifice d'interdépendance, d'intérêt réciproque et d'indifférence, à l'équilibre précaire et perpétuellement en train de s'écrire. Le simple fait qu'ils puissent exister dans ces milieux profonds, froids, pressurisés, et où jamais ne descend la lumière du soleil, autant de créatures d'une beauté insoupçonnée, vient nous rappeler l'extraordinaire capacité d'adaptation des vivants, tout en agissant comme un éclat de lumière dans l'obscurité. Une invitation à l'exploration. Et au vu des gigantesques étendues de noir qu'il nous reste à explorer, je pense que l'on peut dire sans se tromper que c'est au sein de l'océan profond que résident certaines des plus grandes découvertes à venir en termes de bizarre et de merveilleux. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee et retrouver des formats aussi courts que l'espérance de vie d'un poisson mort sur mon Instagram. Cet épisode, tout en adaptation et en technique de survie, n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de la Cité de l'Océan et de l'Aquarium de Biarritz. Si vous passez ou vivez dans le sud de la France, aller faire un tour à la Cité de l'Océan et à l'Aquarium de Biarritz, c'est l'assurance de passer un moment dans une bulle à l'écart du monde des terriens, d'avoir un accès privilégié au mystère sous-marin. À l'aquarium, vous pourrez observer au plus près bon nombre des habitants fascinants des mondes du dessous, de l'autre côté des vitres de l'un des plus grands bassins de France. Vous pourrez vous laisser bercer par la grâce envoûtante d'une dizaine d'espèces de requins différents, comme celles dans d'autres bassins de méduses aux ombrelles ondulantes. À la Cité de l'Océan, vous découvrirez quantité de contenus ludiques et intelligents sur l'océan. Dans ce lieu étonnant, grâce à des expériences interactives et immersives, des animations 3D, des simulateurs, vous pourrez écouter, toucher, ressentir les grandes et petites histoires de l'océan, et ce des tropiques jusqu'au pôle, de la surface des vagues, aux grandes profondeurs abyssales, là où la lumière du soleil ne descend jamais. Pour leur soutien, glouglou sur eux et surtout, glouglou sur vous.